Bonjour, Comment vas-tu? très bien, Tu peux un peu te présenter? bien sûr. Alors, je m'appelle Joël Gibreau. J'ai plusieurs activités en fait dans ma vie, actuellement, toujours. Donc du coup, j'ai plusieurs casquettes, on va dire. Et la première casquette va être la première de manager. La deuxième va être celle de coach sportif, avec toujours compétiteur. Et à côté de ça, je suis consultant pour les deux. Donc du coup, ça me permet de pouvoir naviguer un peu entre trois casquettes qui ont toujours un lien entre l'un et l'autre, qui sont souvent basées en fait sur le coaching, de toute manière. Quand tu entends le mot Kuba, qu'est-ce que ça réveille chez toi, instinctivement? Dépassement de soi. Le combat, ça a toujours été une phase, d'apprentissage et de pouvoir tester, en fait, ce que l'on a appris et donc de pouvoir se dépasser, lors d'un combat, ou lors d'un événement. Est-ce que tu te souviens du premier Kuba marquant de ta vie, perso ou pro? Mmh. Le premier combat perso, c'est, à l'école. C'est marquant parce qu'en fait, on a peur, on a une adrénaline qui arrive, c'est ce qui stimule aussi, dans les combats. C'est pas forcément bien passé, ça s'est pas mal passé, mais c'est juste on a aucune base et on ne sait pas du tout quoi faire et c'est justement pour ça, en fait, qu'après on se retrouve à faire des sports de combat et le deuxième vrai combat professionnel, c'est, compétition de karaté, j'étais quand même très jeune et c'était quand même assez marquant, ouais, effectivement. Tomber sur des gros athlètes et des professionnels qui étaient vraiment très, très bons et ça implique qu'on doit beaucoup s'entraîner. Et ici, c'est un peu le principe du podcast. Donc ici, on parle à la fois de Kuba, que ce soit comme ton sport de combat, mais aussi de Kuba plutôt humain, on va dire, dans ta vie de parcours professionnel. Donc pas seulement le sport que tu as pratiqué. Est-ce que ces Kuba t'ont construit ou t'ont freiné? Ah justement, c'est alors, honnêtement, les coups bas, que ce soit des coups bas, sportivement ou des coups bas, pris dans le milieu privé ou professionnel, tous ces coups bas, globalement m'ont vraiment construit. J'avoue que ça fait toujours très, très mal. C'est toujours très déplaisant, en fait, de subir cela, mais c'est quelque chose qui, sur du long terme, j'en retiens de très bonnes leçons et ça m'a toujours permis de me relever, de me construire et de devenir, je vais dire, après, je meilleur. Ok, ici maintenant on va parler de ton parcours professionnel, ton et pouvoir, on va dire, Versace quand tu étais management. Et là, je vais laisser Livia te poser des questions. Donc, être directeur chez Versace, c'est une consécration pour beaucoup. Et toi, à quel moment ça a commencé à te peser? C'est moi de travailler chez Versace effectivement en tant que directeur, ça reste oui, c'est effectivement c'est une consécration, c'est un aboutissement par rapport à tout le parcours que l'on peut avoir. Là où ça commence à peser, c'est quand il y a le changement. Le changement est toujours très positif en général puisque c'est un peu intéressant. Mais après le covid, le changement, de management, le changement de situation, de pression est totalement différente et il y a eu un post-covid et un après-covid et là, on ça a vraiment c'est devenu plus désagréable. Je veux dire, c'est des réunions sur réunions, on sent toujours une atmosphère très oppressante, c'est plus du tout le retail a énormément changé. Je connais encore l'ancienne école, on va dire, du retail. Bien sûr, on s'est adapté, mais là, c'est devenu vraiment pesant. Je peux le mesurer, après le covid, oui. Est-ce qu'on peut connaître les fonctions d'un directeur? Dans le retail, c'est quand même assez vaste parce du coup, on a plusieurs casquettes. Encore une fois, on va s'occuper de l'événementiel, on va s'occuper, en fait, d'une partie budget à répartir, en fait, justement par rapport à ce que l'on peut avoir dans les achats, dans les marketing événementiel ou marketing, en fait, sur des communications internes au pays. Ce qui a beaucoup changé, en fait, après les années et justement après covid. On a plus à faire tout ça et on doit juste s'occuper, en fait, de tout ce qui est management. Le plus gros du travail, en fait, pour un directeur boutique, c'est manager son équipe, animer son équipe, c'est diriger vers un objectif, atteindre les objectifs. Quand on parle d'animation, alors c'est le mot très joli pour pouvoir, mesurer les compétences et pour pouvoir faire un feedback de de ces objectifs. C'est beaucoup de pression. C'est beaucoup de pression puisque du coup, là, vous êtes toujours la personne, en fait, quoi qu'il se passe, de bien ou de mal, vous êtes toujours la personne qui est référente. Bien évidemment, quand ça se passe bien, c'est bien et quand ça se passe mal, ben, c'est un peu plus long que 2 mots. Étant donné qu'on a connu, de très belles années avant le covid, après le covid, c'est devenu plus compliqué, économiquement parlant. Je ne veux pas revenir sur les tragédies qu'on a, en fait, en Europe, mais c'est vrai qu'on le ressent, en fait, au niveau du business et donc du coup, on subit cette pression pour pouvoir, retrouver ou récupérer ce manque à gagner et là, ça devient un peu plus compliqué et tout le monde le sait, c'est dans ce milieu-là, ça reste assez oppressant, effectivement. Et ce milieu, justement, je pense que c'est aussi un peu un milieu, donc le milieu du luxe et du pouvoir, c'est aussi un milieu de requins. Est-ce qu'il y a des coups bas et est-ce qu'ils sont plus subtils ou plus violents
que dans d'autres métiers? Non, je pense que alors je vais pas pouvoir vous dire parce que je connais pas tous les métiers, j'y ai pas accès ou j'y ai pas travaillé. Effectivement, dans le retail, c'est très connu. En c'est ce qu'on appelle un peu les pots de banane. On essaye souvent de prendre la place de l'autre et quand on n'y arrive pas, c'est on va essayer avec des coups bas et c'est beaucoup de critiques, qui vont être émis ou on va juste sous-entendre quelque chose de manière à pouvoir mettre un doute ou émettre un et c'est sous beaucoup de jalousie, c'est souvent des incompétents qui vont se cacher derrière des incompétents et quand il y a des compétents qui vont prendre trop de place, ça peut déranger donc du coup, encore une fois, hein, j'ai pas dit que j'étais celui qui était compétent, mais bien évidemment c'est un milieu alors je vais pas dire un milieu de requins, parce que le milieu de requins, je dirais ça plutôt dans la finance. Je parlerais plutôt, d'un milieu hypocrite. C'est très superficiel, excessivement superficiel. On a affaire à des personnes très superficielles et du coup, faut savoir naviguer avec des personnes qui sont souvent très creuses, malheureusement et il y a des personnes qui sont excessivement compétentes. J'ai eu la chance, dans ma carrière et dans toutes ces années d'avoir des personnes très compétentes avec qui j'ai pu travailler, avec qui j'ai pu collaborer, des personnes qui m'ont donné, cette envie de continuer aussi et puis, qui m'ont inspiré. Donc c'est ça qui permet d'avoir cette balance. Il n'y a pas que des personnes qui sont malveillantes, il y a aussi des personnes qui sont excessivement bonnes et c'est là où ça crée une balance. Combien de temps as-tu travaillé dans ce milieu? Où j'ai travaillé presque toute ma vie. Moi, j'ai travaillé, presque 27 ans, dans le retail, et donc du coup, j'ai connu plusieurs expériences dans plusieurs maisons, de grandes maisons en soi et c'est vrai que j'ai rencontré, comme dans toutes les sociétés, j'ai rencontré plusieurs problèmes dans chacune des sociétés. Est-ce que tu as déjà été trahi par quelqu'un, en qui tu avais confiance ou à qui tu as aidé à monter d'échelon et au final, Oui, après, comment dire? C'est maintenant j'y arrive si c'était la première fois, si ça m'était arrivé qu'une seule fois, j'aurais pu dire: «Tiens, c'est c'est un manque de chance, c'est, manque d'expérience» ou peu importe. Ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est un peu dans tous les milieux, privés, professionnels, sportifs, ça reste aussi un peu professionnel et bien sûr, j'ai aidé plusieurs personnes autour de moi, mais j'ai l'impression que l'humain n'est pas toujours très reconnaissant et c'est un peu dur. Alors, je fais et vraiment c'est très important, je parle d'humain pour vraiment bien généraliser parce que c'est vraiment dans tous les secteurs, dans tous les milieux, dans toutes les origines, parce qu'on peut pas je déteste entendre: «Oui, parce qu'il est d'origine», mais pas du tout, c'est pas ça a rien à voir, c'est vraiment le côté c'est très humain. Et j'ai l'impression que, il est plus facile en fait de trahir que de faire grandir. Les gens vont souvent chercher cette facilité parce que pour pouvoir prendre quelque chose, c'est plus facile de faire ça que de construire et de bâtir et de faire grandir les autres, alors que de trahir, ça va tellement plus rapidement. donc il y a pas plus de trahison dans le monde, du luxe que dans le monde, Il y a des trahisons dans le monde tout court. dans le monde ouais, exactement. Je crois que tout a été bâti sur des trahisons. Il faut regarder l'histoire, hein. Donc alors il y a pas que des trahisons, bien évidemment. Ça, c'est le côté on parle de ça parce que c'est le côté, on va dire négatif de la chose. Mais derrière, il y a aussi de très, très belles choses. Il y a des personnes que j'ai aidées et permis de grandir et qui en sont très reconnaissantes. Donc c'est ça qui permet de continuer. S'il y avait que des personnes qui m'ont trahi, je pense que je dois avoir un vrai problème. Si par contre il y a des personnes qui ont été très reconnaissantes de ce que j'ai fait et qui m'ont aidé aussi en retour, soutenir surtout en retour ou le rendre, ne serait-ce que par un merci, cette reconnaissance, il y en a beaucoup plus que ceux qui m'ont trahi. Et toi, est-ce que tu as déjà trahi quelqu'un? Oui, bien évidemment, déjà, affectivement parlant, faut être honnête, je suis pas un saint, donc du coup, oui, de ce côté-là. Après du côté professionnel, non, je crois pas avoir, c'est pas dans c'est je suis pas du tout comme ça. J'ai pas cette valeur-là. Amicalement parlant non plus, je crois pas avoir trahi, des gens. Après peut-être, indirectement ou, involontairement, je veux dire, mais intentionnellement non, j'ai jamais vraiment fait du mal intentionnellement ou vraiment faire un coup bas intentionnellement, dans le travail ou dans au contraire, je suis de l'autre côté, je préfère faire grandir les gens. Je trouve que c'est plus gratifiant, c'est plus dur, mais au moins ça m'a toujours permis de grandir que de faire grandir les autres et pas de les rabaisser ou de faire des vrais coups bas. Peut-être, en étant plus jeune, il y a peut-être quelque chose qui doit traîner, mais Donc tu es plus de la recherche de la reconnaissance que de la trahison? je préfère plus la reconnaissance effectivement. Je pense très sincèrement et je vais être honnête,
Je pense que l'humain est fait, on est des animaux sociaux et on a besoin de cette reconnaissance. Je pense que c'est même le besoin premier que l'on a, la reconnaissance, passe même avant l'alimentaire. Et je pense que j'en fais partie. Je pense que je cherche plus cette reconnaissance dans tout ce que j'ai fait. J'ai travaillé 27 ans dans des maisons de luxe. Je pense que c'est parce qu'il y a cette forme de reconnaissance. Et je pense que je m'en suis nourri. Je ne serais pas resté aussi longtemps dans ces maisons si jamais il y avait pas, on n'était pas, on est sur une scène, on est mis en avant, on a un titre, on est tout le temps en reconnaissance. Et les gens se battent pour avoir, parce que quand on est reconnu en rue, dans un restaurant, par des personnes, ça nourrit cet ego. C'est qu'une histoire d'ego, hein, la reconnaissance, soyons honnêtes. Et donc, du coup, je pense que j'ai beaucoup fonctionné à travers ça. Après, grâce au sport de combat, la reconnaissance aussi est toujours très présente. L'ego, j'ai appris justement à, j'ai appris. Je suis toujours en train, à la recherche de pouvoir mieux maîtriser cet ego, de manière à ce qu'on puisse mieux développer. Ce qui fait que ça me permet d'aider les gens sans avoir attendre quelque chose en retour. Et ça devient de plus en plus gratifiant. Quand on commence à toucher à ça, je trouve que ça devient plus sain. De rien attendre quand on fait grandir ou quand on fait avancer les gens, de rien vraiment attendre en retour. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, hein. C'est pas quelque chose que je maîtrise depuis très longtemps, et c'est quelque chose qui est en train de se faire avec les conséquences de tout ce que j'ai pu vivre auparavant. Oui, parce que le sport t'intègre, t'apprend une sorte d'humilité. Du Oui. coup, tu peux jongler entre l'humilité et l'ego. Tu C'est arrives à justement jongler avec ça ou pas? Oui, j'arrive à jongler avec ça. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, avec le sport, il y a toujours, ce qui est bien dans le sport, c'est que c'est une vie sociale qui est ramenée sur un ring ou sur un tatami. Et du coup, il y a toujours quelqu'un qui est plus fort que moi. Toujours. Ça, je ne suis pas le plus fort au monde, bien loin de là. Et même dans mon petit microcosme du sport, il y a toujours quelqu'un qui sera plus fort que moi. Et ce qui fait que ça me remettra toujours en question de remettre mon ego de côté et de pouvoir grandir et de faire grandir la personne, parce que ça me permet de grandir et d'avancer, de devenir peut-être meilleur qu'elle ou peut-être de l'égaler, même si je la dépasse pas, ou me fera avancer. Et ça, c'est quelque chose qu'on intègre, je pense un peu avec les années et la maturité. On va juste revenir sur ton rôle de directeur une dernière fois. Quand tu étais en position de pouvoir, qu'est-ce qui te faisait le plus peur, l'échec ou la perte de contrôle? Ou les 2, je pense, hein. On a toujours peur de l'échec parce que, on performe, et puis, c'est justement ce qui se passe, c'est on performe une année et on se dit: «Bon allez, OK, une nouvelle année, on fait quoi maintenant?» Et là, du coup, on a peur de l'échec parce que l'échec arrive de toute manière. Alors on peut pas forcément vivre ça comme un échec, on peut voir ça comme une expérience, mais on a toujours peur de l'échec. Et vu qu'on a cet échec, et qu'on le vit et on est en train de le réaliser, et donc c'est cette perte de contrôle. Parce qu'on ne contrôle absolument rien. Même si on maîtrise les clients, même si on maîtrise l'événement, même si on maîtrise le produit, même si on maîtrise la connaissance, on peut tout maîtriser, et pourtant les planètes sont pas alignées et ça fonctionne pas. Donc du coup, on ne maîtrise absolument rien. Et c'est vrai que je suis quelqu'un, justement, le sport aide, mais je suis comme ça aussi dans le sport, dans la vie professionnelle, dans la vie privée. J'ai un besoin de contrôle parce que si on ne contrôle pas, j'ai l'impression de perdre la ligne directrice ou de savoir. Mais j'apprends aussi avec le temps que justement, il faut savoir lâcher prise et de laisser venir, et de voir ce qui va se passer. Et avec le temps, on apprend à justement à s'adapter. OK. Maintenant, on va passer à la phase humain-identité. Alors, à quel moment tu t'es dit, ce rôle ce rôle-là n'est plus moi? À quel moment tu t'es dit? Alors, moi, ça met du temps, hein. C'est que je me retrouve plus, à un moment, c'est que je suis en train de me construire. C'est ce que j'expliquais auparavant, on se construit en essayant d'avoir une identité, et son identité, c'est basé sur des valeurs. Donc on parlait de trahison, on parlait de valeurs, on parlait de: «Est-ce que j'ai fait des coups bas?» Mais on me fait des coups bas. On me demande de mettre des pressions sur des personnes, on me demande de licencier des personnes où on n'est pas forcément en phase. On nous demande de pas toujours être humain, mais on a des sentiments quand on travaille avec des équipes, on commence à s'attacher aux équipes et on commence à les comprendre. Et cette empathie, elle est bonne et des fois mauvaise, mais on nous demande de pas avoir de l'empathie alors qu'on travaille depuis des années avec des personnes. Et là, c'est là où on se retrouve plus en phase. Ce sont des personnes qui ont performé, mais comme moi, et qui d'un coup performent moins pour plusieurs raisons dans leur vie, ce qu'on entend et qu'on comprend. On est là pour les accompagner, mais si elles ne performent plus pendant un certain temps, elles sont bonnes à mettre dehors.
Et alors qu'on peut arriver et je me suis toujours battu pour essayer de les accompagner jusqu'au bout. Mais moi, on me demande justement de faire l'inverse. Si ça ne va pas, faut les pousser dehors et on n'en parle plus. Et c'est pas comme ça que je manage et c'est pas comme ça que je m'y retrouve. Et c'est ce qui s'est passé dans la dernière compagnie, dans laquelle j'ai travaillé, dont je citerai pas forcément le nom. C'est exactement ça, cette méthode de travail et cette façon de faire. Et je me suis plus du tout retrouvé dedans. Alors tout ce qu'il y avait eu pendant toutes ces années, que j'ai mis de côté parce que bon, il faut quand même travailler, il faut bien gagner, sa vie. Hem, je me retrouve plus en phase avec ces valeurs, d'entreprise. Moi, mes valeurs que j'essaie de développer avec le sport, avec moi, ma vie privée et ma vie professionnelle, je me retrouve plus du tout en phase. Quand je change de société, je me rends compte que c'est vraiment la réalité et c'est ce qui se passe un peu partout. Et je me dis à un moment, c'est plus du tout pour moi et ça fonctionne pas comme ça. Même si ce métier, je trouve qu'il est passionnant, le métier dans le retail, il est incroyable. Il y a des gens qui sont incroyables, mais le problème, c'est que on subit cette pression et cet environnement, qui peut être très malsaine, n'est plus en phase avec certaines valeurs, et pourtant on peut prôner toutes les valeurs du monde, ça n'y ressemble pas dans la vie réelle. Donc c'est pour ça que je me disais, c'est j'ai besoin de sortir de cela pour profiter et pour construire ce qui me ressemble le plus et ce qui va me convenir, que plutôt que de travailler avec, dans un cadre qui devient de plus en plus malsain. Est-ce que tu as dû déconstruire de toi-même après Versace? Alors il y a un côté humain que j'ai dû déconstruire parce que, être, empathique, ça nuit beaucoup. Ça aide et ça nuit. Il y a une compréhension et derrière il y a du profit. Parce que beaucoup de personnes, en fait, vont être dans un profit, vont se servir de cela. J'ai dû un peu déconstruire ce côté-là pour essayer un peu de me réinventer. Après, ce que j'ai dû aussi, déconstruire, c'est, c'est cette façon de voir les choses. J'ai une façon de toujours vouloir croire en l'humain. Je me suis toujours dit, on est croyant, on croit en Dieu, on a toujours, et on n'a pas cet échange. Alors qu'avec des hommes, avec des personnes, on a cet échange et on peut le faire. Pourquoi ne pas avoir les mêmes croyances et pouvoir, se dire qu'on peut faire de grandes choses? Et j'ai toujours misé sur l'humain en me disant que ça peut effectivement, on peut être très déçu. Je vais pas dire que je suis déçu de toutes les personnes, parce que je sais que c'est pas fini, il y a plein de choses derrière qui vont se construire et c'est dans 10 ans, il faudrait qu'on ait encore une fois la même conversation, pour voir comment ça a évolué et c'est une forme de déconstruction que j'ai dû avoir parce qu'effectivement, on subit un tout petit peu par rapport, aux autres, mais c'est qu'une petite phase en soi. Mais ici, je t'ai souvent tutoyé, je vais un peu te vouvoyer un peu. Donc on parle souvent de réussite, mais rarement du vide après. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Alors, effectivement, c'est très similaire au sport, c'est très similaire dans toutes les situations. Dans le sport, quand on fait un podium, quand on fait un très beau podium, c'est une très belle réussite. Dans le travail, quand on performe et qu'on fait des résultats qui sont exceptionnels, encore une fois, on performe beaucoup et toute l'attention est sur nous, la reconnaissance est à son maximum. Mais c'est vrai que derrière, on devient accro à cette sensation, à cette énergie, à cette envie de toujours de reconnaissance et pas que par reconnaissance, de toujours performer parce qu'en fait, on a toujours envie de vivre ce moment. Et vu qu'on n'arrive pas à vivre ce moment, parce que c'est pas toujours évident et c'est pas facile, on se sent effacé, on se sent oublié, on se sent, le mot vide, oui, ça peut correspondre. Mais, après encore une fois, c'est un travail qu'on fait sur soi. Je le vois sur les grands sportifs, parce que bon, je suis pas un sportif aussi important que les grands professionnels. Je le vois, ils ont cette soif de toujours revenir sur le devant de la scène pour gagner, être tout le temps restés 1er, mais c'est difficile, tôt ou tard, il y a toujours plus fort qu'eux et ils disparaissent et ce vide-là, on le comprend. Je le connais et je sais que bon, ils doivent le vivre, 1000 fois plus que moi puisque c'est encore plus important pour eux. Mais c'est quelque chose de très difficile à vivre parce qu'on est juste oublié. L'espace de un mois, un an, c'est et à ce moment-là, c'est très difficile. Surtout parce qu'on devient accro à cette reconnaissance, on devient accro à cette réussite, à cette adrénaline et ça c'est difficile, effectivement. Dans votre vie personnelle, est-ce que le succès a déjà été un poison? Dans ma vie professionnelle, hein.
dans la vie personnelle, La vie personnelle, dans ma vie en général. Est-ce que ça a été un poison? Oui, ça a été un poison dans le sens où, c'est souvent comme ça en fait que les gens, en fait, quand vous avez une personne qui qui va performer ou qui va sortir un tout petit peu du lot alors que j'ai rien fait d'exceptionnel, ça amène certaines jalousies, ça am justement, c'est ce qui va amener à ces trahisons, à devenir envieux alors que c'est dommage, je le disais quand il y a des personnes qui réussissent, il faut les pousser. C'est le panier de crabe. Au lieu de quand il y a un crabe qui sort, au lieu de s'accrocher au crabe pour le tirer vers le bas, il faudrait qu'il le pousse. Au moins, il y en a un qui sort. Mais, mais ça a pas été le cas. Et donc du coup, effectivement, de performer, de réussir entraîne certaines formes de jalousie, entraîne beaucoup de coups bas. et quelle est, votre blessure que peu de gens connaissent en vous? Non, je pense qu'il y en a pas vraiment une qui est mystérieuse, ou dont j'en ai pas parlé avec mes proches. Mais, oui, c'est, quand on a des amis que l'on intègre, ou que l'on fait grandir professionnellement et qu'on intègre dans sa société ou dans ses projets et qui décide de partir avec les clients ou avec et de remonter la même chose, justement parce que ils ont un manque de reconnaissance, parce qu'il y a une personne devant eux qui peut faire de l'ombre ou qui fait le filtre ou, à chaque fois ça va être, des félicitations qui sont qu'à moitié puisqu'il y a une autre personne devant. Donc du coup, ça c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Et ça, ce sont les quand on a le privé et le professionnel qui se mélangent et qu'on a une trahison des 2 côtés, puisque du coup on perd 2 personnes. On perd une personne dans son entourage professionnel qui est importante, puisque vous avez fait grandir la personne et vous avez confié des responsabilités et dans la vie privée aussi. Donc du coup, ça c'est les choses les plus difficiles. Mais du coup, vous avez un côté très humain. Alors qu'est-ce qui vous a attiré dans ce monde-là? Le côté humain. C'est dans ce monde-là, quand je suis rentré, j'étais tout jeune, hein, du coup, ce qui m'a plu, c'est que c'était que de la relation humaine. Le management, c'est de la relation humaine et donc du coup, pour moi, c'est que de l'humain. Manager des humains, des personnes, c'est être humain et aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande de faire, mais c'est pas ce que l'on doit c'est pas ce que l'on fait et donc du coup, c'est là où on n'est plus en phase avec soi-même. Enfin, en tout cas, moi, avec mes valeurs, je le suis plus du tout. On parle de coaching, donc c'est faire grandir les gens. Là, maintenant, on parle plus de coaching, même si on utilise toujours le même terme. Là, maintenant, on leur demande de les cadrer. On demande de pouvoir faire c'est même plus des feedbacks que l'on fait. Maintenant, on fait des évaluations. On est sur le terme évaluation de toute manière. On évalue les personnes pour savoir si elles performent ou non. Si elles ne performent pas, c'est pour pouvoir alors là, encore une fois, on est censé faire du coaching, mais non, on n'arrive même plus à les coacher. On doit juste aujourd'hui, c'est ça, tu ne performes pas, tu dois faire ça. Comment tu dois le faire? Je n'ai pas le temps de te le dire. Et c'est donc on est devenu c'est complètement inhumain, alors qu'avant on avait le temps de se poser et de pouvoir dire: «Voilà, comment tu ferais? OK, je te donne des solutions, je te donne des clés et toi?» et on échange. Maintenant on n'a plus le temps de pouvoir le faire. Ça, c'est devenu tellement, synthétique, que ça se passe plus enfin, c'est pas partout pareil, hein, il faut pas non plus exagérer, mais, schématiser, oui, ça devient de plus en plus comme ça. Le monde du luxe, c'est pas vraiment le côté chaleureux et humain. Et quand on dit luxe, c'est pas ça qu'on pense en premier. C'est pour ça que Alors vous pensez à quoi quand vous parlez de luxe? le diable s'habille en Prada, par exemple. Ah ouais, l'image, elle était facile. Mais, non, en fait, justement, on essaie de donner un côté très chaleureux et très humain dans le milieu du luxe, puisque c'est censé être plus élitiste. Maintenant, le luxe a changé, à partir des années 90. Ça a vraiment commencé à changer, ça s'est démocratisé et encore plus dans les années 2000 et encore plus après dans les années 2010 où vraiment c'est devenu pour tout le monde. On croise des personnes en fait qui peuvent très bien avoir un sac Zara dans une boutique de luxe et acheter dans une boutique de luxe. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus juger une personne parce qu'elle est du luxe ou non. Ça veut dire que c'est pour monsieur tout le monde et madame tout le monde. Donc du coup, on est obligé de devenir beaucoup plus humain, beaucoup plus chaleureux et c'est ce qu'on veut donner. Avant, on était beaucoup plus froid, effectivement. Cette image de diable s'habille en Prada, c'était beaucoup plus froid, c'était volontaire parce que c'était une classe sociale, hem, j'aime pas utiliser ce terme, mais très élitiste et donc du coup, ils s'attendaient à avoir ce service qui était loin de là, qui convenait le mieux, mais ça convenait à ce type de personne. Maintenant, ça a changé, on devient de plus en plus amical, on cherche à avoir des relations vraiment
plus intense avec le client et on veut faire vivre une expérience plus dans l'amitié avec les clients, une relation amicale, durant le moment, la cérémonie de vente. Donc du coup, ça le luxe a vraiment changé et ça devient intéressant. Avec les clients, c'est devenu très intéressant. Avec les clients, on a une chance. D'ailleurs à Bruxelles, on a une chance d'avoir une très, très belle clientèle, une clientèle très chaleureuse, pas du tout dans l'image que l'on peut avoir de ces films, très stéréotypés, mais au contraire, des personnes qui sont entières, qui sont naturelles, qui sont, et ce sont ces personnes-là d'ailleurs, je tiens à dire que les clients, ce sont les personnes qui font pour les personnes dans le milieu du retail, qui les font tenir, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. C'est ces personnes qui sont très agréables. Il y a vraiment les clients désagréables, ça représente, un tout petit pourcentage. On va parler de la reconversion. Donc, vous avez une salle de sport, c'est ça? C'est une salle de sport, Phoenix. tout à fait. Pourquoi ce mot? Phoenix parce que j'ai eu ça l'histoire a commencé parce que j'avais eu un accident, j'ai 2 prothèses dans la nuque et on m'avait enfin le médecin m'avait dit que les sports de combat c'était fini et que je devais me reconvertir et j'ai insisté et puis j'ai ouvert cette salle et il fallait trouver un nom et renaître de ses cendres, c'est ce qui convenait le mieux. Est-ce que vous accompagnez aujourd'hui des gens qui vivent où vous avez vécu? Oui, oui, bien évidemment, je malheureusement avec les années je prends de l'âge et donc du coup, de l'expérience et je vois et je rencontre et je suis avec des personnes qui sont plus jeunes et qui vivent exactement les mêmes expériences. C'est ce que je fais aussi, quand je fais, de la consultance, c'est justement d'échanger. Ça reste une forme de coaching. Quand les personnes, durant les quand je consulte, là, je travaille avec des groupes d'adolescents aussi et c'est vrai que c'est intéressant parce que je me retrouve dans les adolescents au même âge, avec les mêmes questionnements. Je me retrouve dans la salle de sport avec des personnes qui ont entre 20 et 30 ans, qui sont dans la même situation que moi quand j'avais 20 ou 30 ans. Des personnes qui ont entre 30 et 40, qui commencent à avoir leur vie de famille, avec leurs enfants, avec leurs femmes et les problèmes que l'on rencontre, bah, comme moi j'ai pu les rencontrer. Et donc du coup, on arrive à un moment où on se retrouve entre le travail, la vie privée, on se retrouve à un croisement où on l'a déjà rencontré, où on l'a déjà connu et où il vous pose la question de que ça soit dans l'éducation des enfants, que ça soit dans l'éducation de l'enfant via le stress que l'on a du travail et de la femme. Et donc, ben, on est, nous, en tant que, on va dire, personnes plus âgées, plus aptes à répondre à cela. Donc, du coup, avec l'expérience du travail, étant donné que je côtoie toujours des gens qui sont dans le retail, vont poser la question et se demander comment gérer ou comment faire. Est-ce que vous savez gérer les coups bas des autres? Oui, là où je commence à devenir, je le dis bien, je commence à devenir, parce que je trouve que, on peut se prétendre à être coach et entraîneur et tout ce qu'il y a, tous ces mots, accompagnants ou aidants. Je trouve qu'il faut beaucoup d'années, en fait, pour commencer à comprendre et à maîtriser et je trouve que je commence à mieux maîtriser aujourd'hui, à bien comprendre et à bien le faire. Je commence à mieux analyser et donc automatiquement, à mieux encadrer et mieux conseiller, durant un combat. Et selon vous, pourquoi certaines personnes s'effondrent après un coup bas et d'autres arrivent à se relever? Encore une fois, c'est là où vous avez misé la barre. Vous avez misé sur une barre très haute, vous avez placé la barre encore plus haute, vous avez des attentes qui sont encore plus haut et vous avez un espoir qui est encore plus haut. La chute, elle fait mal. C'est très dur parce que en fait, c'est toujours cette histoire d'ego. Et je le rencontre toujours avec des personnes qui veulent commencer et qui veulent devenir des champions du monde, parce qu'ils sont bons en ceinture blanche, hem, mais il y a encore beaucoup de ceintures avant d'y arriver. Et puis quand ils arrivent à la bleue, ça devient compliqué. Ils rencontrent beaucoup de difficultés. Ils arrivent à la violette, souvent ils arrêtent. Et là, ils rencontrent beaucoup de défaites et c'est là où les meilleurs continuent. Et et puis là, je parle en tant que ceinture, je peux parler, dans la boxe aussi, c'est la même chose. On pense être le meilleur et puis quand on change de classe, ben, on se rend compte que on est loin d'être meilleur. En fait, on est le meilleur, dans la classe là où on était précédemment, mais là maintenant, ensuite, on est le moins bon de la classe dans laquelle on vient d'arriver. Et là, ça fait mal donc et souvent, ben, l'ego grossit tellement, on devient prétentieux, on se surestime et voilà donc l'espoir, la barre, et la chute, elle fait mal. En tant qu'employeur aujourd'hui, comment vous gérez des conflits humains sans reproduire un schéma toxique? C'est une bonne gestion des conflits avec l'expérience du coup, je pense. Vous l'avez dit très clairement au début, je suis humain et donc je joue beaucoup sur l'humain pour pouvoir gérer un conflit et ça
toujours été assez facile pour moi de pouvoir le gérer puisque j'arrive à comprendre, le conflit et j'arrive à comprendre les 2 parties. Et après, c'est juste à trouver le terrain d'entente entre les 2. Il y a toujours un petit, terrain d'entente sur lequel on peut s'appuyer et encore une fois, on peut toujours jouer sur la compréhension et ça, c'est assez facile. Donc compréhension ou incompréhension, maladroit, intentionnel et pas intentionnel et donc du coup, on arrive à chaque fois à rétablir ça, mais c'est vraiment l'humain qui joue beaucoup à ce moment-là. Surtout pas le côté, analyse de la chose, surtout pas, le côté où on demande d'être très factuel, de pouvoir, prouver des choses. C'est effectivement, on le sait, on va s'en servir, mais avec les paroles beaucoup plus humaines, en connaissant les faits. Ça, c'est le plus important et plus facile, en soi. Et est-ce qu'on peut être exigeant sans être destructeur? Oui, bien sûr, je pense. Je pense que, j'ai été, très exigeant et destructeur au début, quand je commençais, parce qu'on fait mal, parce que les paroles blessent, parce que ça peut être très rabaissant. On s'en rend pas compte, hein, sur le moment même. On devient aussi prétentieux parce que on pense être le meilleur, parce qu'on fait des choses, encore une fois, on se surestime et après tout doucement, on commence à comprendre parce qu'on rencontre des gens qui sont bien meilleurs que nous, qui performent bien mieux et qui arrivent avec d'autres méthodes et c'est là où on essaye autre chose, une autre voie et on se rend compte que on peut être, exigeant sans blesser les gens et en plus de ça, on peut devenir exigeant, performer en ayant un bien-être et bienveillant. On s'approche de la fin de Kuba. Si vous pouvez parler au Joël d'il y a 10 ans ou 15 ans, vous direz quoi et sans filtre? Ça, c'est la question toujours qu'on se pose. Effectivement, on se dit toujours: «Si je pouvais revenir en arrière, je ferais les choses différemment». Bien évidemment, j'ai pas la même maturité, heu, il y a 15 ans en arrière, 10 ou 15 ans en arrière, donc je ferais les choses différemment, avec beaucoup plus de maturité et beaucoup plus d'expérience. Logiquement, je lui dirais, de pas faire confiance à tout le monde, mais ça m'a amené plein d'autres belles choses, donc j'ai pas envie de le dire. Par contre, ce que je dirais, c'est, le monde va changer et faut te préparer à ça. Parce que on connaît, on a connu des crises, on a connu plein de choses, mais il faut se préparer à ce changement et ce changement, en fait, on n'y est pas vraiment prêt, à avoir ça. Professionnellement parlant, ça va jouer sur le côté affectif, privé, ça va jouer sur le côté amitié, ça va jouer sur tous les côtés, dans l'investissement et donc du coup, si on ne se prépare pas à ça, c'est difficile. Donc je me serais dit: «Prépare-toi, investis, pas que financièrement, hein, mais prépare l'avenir parce que l'avenir, va être plus compliqué que ce que les autres générations ont connu, et les personnes qui sont de ta génération sont certainement pas là pour pouvoir faire grandir les choses, donc ça va devenir encore plus complexe. Donc je me serais dit plutôt, prépare bien ton avenir, mieux ton avenir. Et dernière question, le Kuba qui vous a fait plus mal est-il aussi celui qui vous a le plus libéré? Le dernier coup bas, qui m'a fait le plus mal effectivement, c'est celui-ci m'a vraiment blessé, hem, je veux dire, blessé dans le sens, intégrité, où je pense avoir été juste et correct. Mais m'a fait aussi beaucoup de bien parce que ça me fait sortir de ce milieu et ça me fait du bien parce que c'est plus toxique. Je ne sens plus cet environnement toxique, je ne sens plus ce côté malveillant, je ne sens plus ce côté manipulateur et ça, c'est juste un grand soulagement. Après, de l'autre côté, effectivement, je perds la relation que j'ai humaine avec les clients, avec l'équipe qui peut être très riche, très intéressante, parce que c'est ce qui fait que l'on continue dans ce milieu. Mais de l'autre côté, ce coup bas qui peut faire très mal fait aussi également beaucoup de bien. Et moi, j'ai une dernière aussi, encore une question qui n'est pas vraiment une question. Monsieur Gibero, êtes-vous heureux? Oui, oui, alors si en plus moi je devais dire que je l'étais pas, je pense que ça serait un peu compliqué. Étant donné que j'ai tout, je suis marié, j'ai une femme qui est extraordinaire, j'ai 3 enfants, qui sont épanouis, je fais un maximum pour mes enfants. J'ai une salle de sport avec, plein d'élèves, entre des en qui vont de 3 à je crois que le plus âgé il a 55 ans. Donc, j'ai des coachs, j'ai des élèves qui donnent cours aujourd'hui. Les élèves qui ont donné cours ont des enfants à qui je donne cours. Niveau sportif, la boucle est bouclée.
Je pense que ça pourrait s'arrêter demain, je serais satisfait. Niveau professionnel, alors je ne suis pas encore parfaitement épanoui, mais j'ai fait de très, très belles choses, dans le milieu professionnel. J'ai aidé beaucoup de personnes à grandir. J'ai grandi moi-même. Je fais des choses, je suis en société, je travaille et ça c'est déjà très bien donc du coup, je suis comblé. Donc je peux pas dire que je suis malheureux. En tout cas, un grand merci d'être venu aujourd'hui. Merci à vous. Merci pour votre temps.